Et si vous voyez un pont et que c'est un porte-avions, il ne peut s'agir que du Hornet. 77 ans plus tard, il est là. Après 77 ans, un drone robot a finalement découvert l'USS Hornet. Et ce qu'il a révélé dans les profondeurs du Pacifique a choqué même les experts. Autrefois un joyau de la marine américaine, le Hornet a disparu en 1942 lors d'une bataille acharnée. Hier, nous vous avons montré comment l'équipe est partie à la recherche de l'épave de l'USS Hornet. Les Japonais ont coulé le porte-avions en octobre 1942, emportant avec lui des centaines de marins et d'innombrables secrets. Pendant des décennies, son lieu de repos est resté un mystère sous des kilomètres d'océan. Mais ce mystère a pris fin lorsque la technologie de pointe a brisé le silence. Les images qui sont apparues lorsque les lumières du drone ont traversé l'obscurité ont stupéfié tous ceux qui regardaient. Ce qui repose sur le fond marin a changé la façon dont nous nous souvenons du Hornet, de la guerre et des histoires cachées des profondeurs. La chasse commence. La technologie rencontre l'histoire. Pendant 8 décennies, l'USS Hornet ou CV-8 a conservé la réputation de l'un des grands mystères de la Seconde Guerre mondiale. Coulé par les Japonais pendant la bataille des îles Santa Cruz, il avait disparu depuis près d'un siècle, malgré des décennies de recherche. Les archives de 1942 ne donnaient que des coordonnées approximatives de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. Et l'océan Pacifique n'est pas clément avec la mémoire. Des milliers de kilomètres carrés de haute mer, des courants imprévisibles et des profondeurs dépassant les 17 000 pieds, les chances de le retrouver étaient minces. Mais pour une petite équipe de chercheurs et d'ingénieurs des décennies plus tard, c'était exactement le genre de défi pour lequel ils étaient faits. Tout a commencé avec des données, des rapports d'action de la marine datant de plusieurs décennies, des journaux de bord et des archives de batailles japonaises. Les chercheurs ont commencé à croiser les dernières heures des coordonnées du Hornet avec de nouveaux outils de cartographie numérique. Selon les planificateurs de l'expédition, l'équipe pensait pouvoir réduire sa zone de repos possible à une zone de quelques dizaines de kilomètres. Cela laissait encore une vaste étendue du fond de l'océan à couvrir, mais c'était un début. Ce qui a rendu cette recherche différente de toutes les précédentes, c'est la technologie. Le navire de recherche Hervé Pétrole, appartenant au cofondateur de Microsoft, Paul Allen, avait été équipé de systèmes de robotique sous-marine de pointe et de systèmes sonars à haute résolution. Le Pétrole est un centre de commandement flottant conçu pour l'archéologie des profondeurs océaniques. Paul avait déjà financé des missions réussies qui avaient permis de localiser plusieurs navires de guerre perdus, notamment l'USS Indianapolis et le cuirassé japonais Musashi. Le Hornet, cependant, était considéré comme le Saint Graal. Malheureusement, Paul est décédé en 2018, mais son équipe d'exploration a poursuivi sa mission. Leur approche combinait le travail de détective à l'ancienne avec une ingénierie de pointe. Ils ont utilisé le positionnement par satellite, la cartographie barométrique détaillée et un sonar à balayage latéral capable d'imager des structures à des kilomètres sous la surface. Le chef d'expédition Rob Kraft a décrit leur méthode comme un mélange de patience, de précision et de chance. Vous savez, c'est ces marins et ces soldats qui ont donné tellement à leur pays. Dans les profondeurs de l'océan, même la plus petite erreur de navigation pouvait les envoyer à des centaines de mètres de leur cible. L'équipe a commencé par scanner de vastes étendues du fond marin au nord-ouest des îles Salomon, guidée par les coordonnées de bataille enregistrées par les navires américains et japonais pendant l'engagement de 1942. Le système sonar à bord du Pétrole envoyait des impulsions sonores qui cartographiaient les contours du fond de l'océan, à la recherche de tout ce qui ne semblait pas naturel. Des lignes droites, des arêtes vives, des angles droits, tout ce qui suggérait de l'acier. Les jours se sont transformés en semaines. L'équipage du Pétrole a travaillé 24 heures sur 24, en faisant des quarts pour surveiller les relevés du sonar dans une salle de contrôle faiblement éclairée.
Des heures de données n'ont produit que des images granuleuses de formations rocheuses et de vieilles cicatrices du fond marin. C'était comme chercher un gratte-ciel enfoui sous une montagne de sable. Puis est venu le premier signal prometteur, une formation à environ 17 000 pieds de profondeur, bien plus profonde que la plupart des épaves de la Seconde Guerre mondiale. Le sonar a renvoyé un faible contour qui semblait trop symétrique pour être géologique. Pour confirmer, l'équipe a lancé l'un de ses véhicules sous-marins autonomes, un drone robotisé équipé de caméras haute définition et de puissants projecteurs. La descente a duré des heures. Le drone a plongé dans l'obscurité absolue, la pression augmentant à des niveaux auxquels aucun humain ne pourrait survivre. À près de 17 000 pieds sous la surface, ces capteurs ont commencé à transmettre des images au navire. Au début, ils n'ont vu que des sédiments et de la neige marine dérivant comme des cendres, puis le contour de quelque chose d'énorme est apparu, l'ombre angulaire nette d'une coque. Selon les journaux de mission, la salle est devenue silencieuse. Les opérateurs ont ajusté le flux de la caméra et lentement l'image s'est affinée. Un pont d'envol massif s'est effondré par endroits, mais reste reconnaissable. La structure était plus grande que tout ce qui se trouvait dans la zone. Puis vint le détail qui a figé tout le monde sur place, la faible empreinte de chiffres pinces à peine visible à travers le limon, CV8. L'équipe a vérifié les coordonnées, les angles et les dimensions par rapport aux archives du chantier naval pour s'assurer que la longueur correspondait à environ 820 pieds de la proue à la poupe. Les deux ascenseurs d'avions jumeaux, la structure de l'île sur le côté tribord, même les supports de canon, étaient tous aux bons endroits. Il ne restait plus aucun doute. Le drone robotisé avait trouvé l'USS Hornet, alias CV8, après 77 ans et a stupéfié tout le monde. La légende de l'USS Hornet. L'USS Hornet, mieux connue sous le nom de CV8, est entrée dans l'histoire avec fracas. Mis en service en octobre 1941, il était l'un des porte-avions de la classe Yorktown, qui est devenue l'épine dorsale de la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Construit à Newport News, en Virginie, il représentait la vitesse, la puissance et l'espoir à une époque où le Pacifique était en feu. Le Hornet était un aérodrome flottant construit pour projeter sa force à travers l'océan. Et quelques mois après sa mise en service, il s'est retrouvé au centre de l'une des missions les plus audacieuses de toute la guerre. Cette mission a eu lieu en avril 1942, lorsque le Hornet a lancé 16 bombardiers B-25, Mitchell de l'armée depuis son pont d'envol, ce qui n'avait jamais été tenté auparavant. Sous le commandement du lieutenant-colonel James H. Doolittle, l'avion a décollé du pont et s'est dirigé directement vers le continent japonais. Le raid de Dittel, comme il est devenu connu, était une frappe directe sur Tokyo et plusieurs autres villes. L'attaque elle-même a causé des dommages physiques limités, mais son impact psychologique a été énorme. Les États-Unis l'ont considéré comme un acte audacieux de représailles après Pearl Harbor, preuve que le Japon pouvait être atteint et frappé. L'équipage du Hornet savait que les chances étaient contre eux. Ils avaient été repérés tôt par des patrouilleurs japonais, ce qui avait forcé les bombardiers à décoller plus loin du Japon que prévu. Cela signifiait que les pilotes seraient presque certainement à court de carburant avant d'atteindre leur site d'atterrissage, désignés en Chine. Ils ont décollé quand même. Certains ne sont pas revenus. Pourtant, le raid a remonté le moral des Américains à un moment où la guerre semblait tourner au désavantage des Alliés. Comme l'a dit plus tard un marin, nous avons donné au pays sa première bonne nouvelle depuis Pearl Harbor. Le Hornet est devenu un symbole d'audace. Après le raid de Dittel, il est rapidement retourné en action, et sa prochaine mission aiderait à décider du sort du Pacifique. En juin 1942, quelques semaines seulement après la frappe de Tokyo, il a rejoint l'entreprise du porte-avions à Yorktown pour la bataille de Midway.
Les renseignements avaient révélé que le Japon planifiait une embuscade et les forces américaines se sont préparées à la contrer. Pendant plusieurs jours de combats acharnés, les bombardiers en piqué américains ont porté des coups dévastateurs à la flotte de porte-avions japonaise. Le groupe aérien des Hornets a joué son rôle, lançant des attaques à la torpille et aux bombardements en piqué qui ont contribué à la destruction de 4 porte-avions japonais. À l'automne 1942, la guerre dans le Pacifique avait atteint une nouvelle phase brutale. La campagne des îles Salomon faisait rage, centrée sur Guadalcanal. Le Hornet était l'un des rares porte-avions opérationnels restants dans la région. Une ligne de vie essentielle pour les forces américaines qui se battaient pour tenir bon. Chaque avion qu'elle lançait comptait. Chaque pilote qu'elle perdait affaiblissait la puissance de frappe de la flotte. Sa réputation était alors devenue légendaire parmi les marins et les aviateurs. Mais ceux qui ont servi à bord savaient que la gloire avait un prix. Ils avaient vu ce que les torpilles ennemies pouvaient faire à un porte-avions. Ils avaient vu des amis ne pas revenir de mission. Pourtant, le moral à bord restait élevé. Le capitaine Mark Mitcher, commandant du Hornet, était respecté pour son calme et son sens aigu du commandement. Sous son commandement, le navire avait déjà défié les pronostics plus d'une fois. Pourtant, des chuchotements parmi l'équipage laissaient entrevoir un sentiment d'inévitabilité. Plus ils restaient au combat, plus ils avaient de chances de manquer de chance. Le Pacifique était impitoyable, mais le Hornet continuait de naviguer, lançant des attaques, esquivant les bombardiers ennemis et se battant pour maintenir l'équilibre en faveur de l'Amérique. Rares étaient ceux qui pouvaient imaginer que dans quelques mois, ce puissant porte-avions, si récemment salué comme intouchable, disparaîtrait sous l'océan et finirait par cacher ses secrets pendant 77 ans. La mission finale est la perte. Le matin du 26 octobre 1942 a commencé comme d'innombrables autres pour l'équipage de l'USS Hornet. L'air était lourd d'humidité et de tension alors qu'ils se préparaient à participer à ce qui allait devenir la bataille des îles Santa Cruz. Aux côtés du porte-avions Enterprise, ils naviguaient dans le cadre de la Task Force 17, chargée d'intercepter une force navale japonaise se dirigeant vers Guadalcanal. Les renseignements américains avaient appris que les Japonais tentaient une frappe décisive pour reprendre le contrôle des îles Salomon. Pour le Hornet, ce serait le dernier combat. Peu après l'aube, les écrans radars à bord du Hornet ont capté des vagues d'avions entrants. C'était un assaut coordonné. Des bombardiers en piqué, des bombardiers torpilleurs et des chasseurs zéro d'escorte. Ils arrivaient de vite. En quelques minutes, les haut-parleurs du navire ont diffusé les mots qu'aucun marin ne voulait entendre. Quartier général, occupez vos postes de combat. Les premières bombes ont frappé à 9h10. Un explosif a frappé le pont d'envol près de la superstructure de l'île, faisant exploser les avions stationnés et envoyant des fragments d'acier et de carburant en feu sur le pont. Un autre a pénétré plusieurs ponts avant de détonner profondément à l'intérieur du porte-avions. Le vétéran artilleur Richard Natzky a décrit plus tard avoir entendu un son obsédant alors que les bombes perçaient les ponts d'acier avant d'exploser en dessous. Ces échos métalliques étaient un compte à rebours sinistre vers le désastre. En quelques minutes, des incendies se sont déclarés dans le pont du hangar. Les conduites de carburant ont éclaté. La fumée a envahi l'air, étouffant les hommes qui se battaient pour contenir l'incendie. Pourtant, l'équipage du Hornet a refusé de céder. Les équipes de contrôle des avaries se sont précipitées dans des couloirs remplis de flammes et de débris, sécurisant les compartiments et inondant les magasins pour empêcher les explosions secondaires. Un officier se souvient avoir vu des marins se battre avec des tuyaux d'une main et des clés de l'autre, refusant d'abandonner leur poste, alors même que le navire tremblait sous eux. Puis vinrent les torpilles. Les avions torpilleurs japonais
ont balayé les vagues à basse altitude, bravant les tirs anti-aériens pour larguer leurs charges mortelles. 2 torpilles ont frappé le côté tribord du Hornet en succession rapide. Le choc a fait tomber les hommes et a rompu les lignes électriques, plongeant certaines parties du navire dans l'obscurité. En quelques minutes, le porte-avions a perdu toute sa puissance. Il a dérivé sans pouvoir rien faire, à l'arrêt. Le pont d'envol étant hors service et le feu faisant toujours rage, l'ordre a été donné d'abandonner le navire. Les équipes ont commencé à transférer les marins blessés vers les destroyers voisins alors que les avions japonais continuaient de mitrailler la zone. Des témoins ont dit plus tard que la scène était chaotique. Des nappes de pétrole sur l'eau brûlaient. Des marins s'accrochaient à des débris et des bateaux de sauvetage se frayaient un chemin à travers les débris qui tombaient. Pourtant, même pendant ces heures désespérées, les artilleurs à bord du Hornet ont continué à tirer. Ils ont abattu au moins 5 autres avions d'attaque avant que le retrait final ne commence. L'amiral Thomas C. Connenkide, réalisant qu'il était impossible de sauver le porte-avions, a donné l'ordre aux destroyers américains de le saborder pour éviter sa capture. Le destroyer Mustin a tiré des torpilles dans la coque du Hornet, suivi par l'Anderson, qui en a ajouté d'autres. Incroyablement, le Hornet a refusé de couler. Malgré de multiples impacts de torpilles et des tirs nourris, il est resté à flot, gitant fortement mais défiant, presque comme s'il ne voulait pas s'enfoncer tranquillement dans les profondeurs. La nuit est tombée sur la zone de la bataille. Alors que les navires américains se retiraient pour éviter de nouvelles attaques aériennes, le Hornet, paralysé, est resté à la dérive, brûlant dans l'obscurité. Quelques heures plus tard, 2 destroyers japonais, le Makyumo et l'Akyumo, ont localisé le porte-avions abandonné. Ils ont lancé 4 torpilles sur son côté bâbord, l'envoyant finalement sous la surface à 1h35 du matin, le 27 octobre 1942. Lorsque l'océan l'a englouti, il a emporté avec lui 140 officiers et membres d'équipage qui avaient péri dans la bataille. Plus de 200 survivants ont été sauvés, mais aucun n'a oublié la vue de son navire disparaissant sous les vagues. Les rapports des marins survivants parlaient de silence après la disparition des explosions. Le Hornet, autrefois puissant, le navire qui avait transporté les bombardiers de Doolittle et combattu à Midway, avait disparu. Seule une nappe de pétrole et une dispersion de débris marquaient l'endroit où il se trouvait. Son lieu de repos, quelque part dans les vastes eaux près des îles Salomon, est resté un mystère. Les coordonnées enregistrées cette nuit-là étaient des estimations approximatives. Personne ne savait avec certitude où il avait finalement trouvé le repos. C'est jusqu'à 77 ans plus tard que la technologie, associée à une simple persévérance, a résolu un mystère qui avait forcé les États-Unis à retenir leur souffle pendant près d'un siècle. Le fantôme sous le silence. Lorsque le drone robotisé a finalement repéré le Hornet, l'équipe de recherche a été stupéfaite par les images qu'il a partagées. À environ 17 000 pieds sous la surface, au large des îles Salomon, le navire repose toujours à la verticale sur le fond marin. La structure de la passerelle, connue des marins sous le nom d'île, reste fermement en place, bien que ses garde-corps soient tordus et que des sections du mât se soient effondrées. Des parties du pont d'envol se sont effondrées à cause des violents incendies qui ont fait rage pendant sa dernière bataille. Pourtant, le contour de base du porte-avions est intact. Ce que l'on pouvait immédiatement voir, c'était un canon naval de 5 pouces ou de calibre 38. Des images en gros plan ont cependant révélé que la poupe, qui abritait autrefois les systèmes de direction du navire et les supports de canons arrière, s'était détachée, mais se trouve maintenant à une courte distance de la coque principale. La séparation est apparue nette, probablement le résultat des impacts de torpilles et des explosions internes qui ont déchiré son ossature en acier.
Le détail le plus obsédant, cependant, provenait des objets encore éparpillés sur et autour du pont. L'une des caméras submersibles du pétrole a capturé un chasseur Grumman F-4F Wildcat reposant près du côté bâbord. Ses ailes étaient soigneusement repliées, comme s'il attendait des ordres de lancement qui ne viendraient jamais. Son fuselage est en grande partie intact avec le cockpit scellé et les instruments visibles à travers des couches de rouille. Plusieurs autres fragments d'avion, des sections de queue, des hélices et un train d'atterrissage cassé gisent à proximité, en partie enfouis dans le limon. Les drones ont également enregistré des véhicules intacts utilisés pour les opérations sur le pont, des chariots à bombes, des outils d'entretien et même des fragments de canons anti-aériens pointant toujours vers le ciel. Chaque relique racontait la même histoire, un navire figé dans le temps au moment même de sa destruction. Le directeur de mission de l'opération a décrit la découverte comme une rencontre avec l'histoire en face à face. Beaucoup de membres de l'équipage se sont tus lorsque les lumières du drone sont passées sur les canons tordus et les échelles brûlées. Les images ont rapidement circulé parmi les historiens et les membres de la famille survivants de l'équipage du Hornet. La réponse a été émotionnelle. Des vétérans qui avaient autrefois servi sur des navires jumeaux ont dit que les images leur donnaient l'impression de marcher à nouveau sur le pont. La marine américaine a publié une déclaration officielle reconnaissant le site comme une tombe de guerre et affirmant qu'il resterait inviolé par respect pour les morts. Pourtant, ce qui a le plus étonné les experts, c'est la clarté des images. Des décennies de courants océaniques profonds n'avaient pas effacé les caractéristiques du porte-avions comme beaucoup le supposaient. Même les contours de peinture de certains marquages de pont étaient encore là, décolorés, mais reconnaissables. Mais la découverte a soulevé de nouvelles questions. Des questions auxquelles l'océan refuse toujours de répondre. Quels secrets se cachent dans les couloirs silencieux du Hornet? Quelles histoires sont piégées derrière les portes en acier de ces ponts de hangar? Les caméras du drone n'ont montré que des fragments, laissant les chercheurs certains d'une chose. Ce n'était pas la fin de son histoire. L'épave était une invitation à écouter de plus près, à lire le langage de la rouille et du silence. Des voix des profondeurs. Lorsque la nouvelle de la localisation de l'épave de l'USS Hornet a éclaté, ce ne sont pas les images qui ont le plus frappé. Ce sont les souvenirs qu'elles ont réveillés. Les familles de l'équipage, les historiens et les anciens combattants survivants ont décrit ce moment comme la réouverture d'un chapitre scellé de l'histoire navale américaine. Pour beaucoup, la découverte a été un triomphe personnel. Parmi ceux qui ont réagi très fortement, il y avait le tireur de la marine à la retraite Richard Nowatzki, qui avait servi à bord du Hornet lors de sa dernière mission. Lorsqu'on lui a montré les images de l'épave, il a dit qu'elle ressemblait exactement à ce dont il se souvenait. Il avait 19 ans lorsque le navire a sombré dans les flammes. Des décennies plus tard, en regardant les caméras balayer son pont brûlé, il pouvait encore se rappeler le bruit des explosions et le chaos de la bataille. L'épave est devenue un lieu sacré pour les familles de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. La marine a confirmé que plus de 140 membres d'équipage avaient perdu la vie dans l'attaque et leurs restes reposent probablement dans les ponts inférieurs du navire. Par respect, le site a été officiellement reconnu comme une tombe de guerre, un lieu qui restera inviolé, un mémorial écrit en acier. Les historiens de la marine ont vu cette découverte comme une chance de préserver et d'étudier les preuves physiques de l'une des batailles de porte-avions les plus intenses du Pacifique. Le Hornet avait déjà un héritage remarquable avant sa perte. En lançant le raid de Little sur Tokyo en avril 1942 et en participant à la bataille cruciale de Midway 2 mois plus tard. Son rôle dans ces événements avait fait de lui un symbole de défi alors que l'Amérique se remettait encore de Pearl Harbor. Pourtant, la redécouverte du navire des décennies plus tard a inopinément recadré son histoire,
Elle a rappelé aux observateurs que chaque grande victoire avait un coût humain énorme. À l'intérieur du navire de recherche Patrel, le silence a envahi la salle de contrôle lorsque les caméras sont passées devant l'une des batteries anti-aériennes du Hornet. Les canons étaient figés à mi-course, pointés vers un ennemi invisible. C'était comme si l'équipage était toujours à son poste, enfermé dans sa dernière défense. Dans des interviews suite à la découverte, les historiens de la marine ont expliqué comment l'état de Rex a fourni de nouvelles perspectives sur les dernières heures du porte-avions. L'angle des dommages et les motifs de brûlure suggèrent que de multiples impacts de bombes ont enflammé le carburant d'aviation à travers le pont du hangar. Les inondations observées dans la section de la poupe correspondent au compte rendu des rapports d'action écrits après la bataille. Ce qui n'était autrefois que des fragments de mémoire et d'archives s'aligne maintenant sur des preuves physiques. Il y avait aussi un sentiment de clôture poétique. De nombreux membres d'équipage survivants du Hornet avaient passé des décennies à se demander si leur navire existait encore quelque part là-bas. Pour eux, la découverte était la confirmation qu'elle avait perduré, même en ruine. La redécouverte du Hornet a réuni la technologie, la mémoire et l'émotion d'une manière qu'aucune archive n'aurait jamais pu le faire. Pour les familles de ceux qui ont été perdus, elle a fermé une blessure laissée ouverte depuis 1942. Pour les historiens, elle a comblé le fossé entre les archives et la réalité. Et pour l'océan lui-même, elle est devenue le gardien d'une promesse que le navire et ses hommes ne seraient jamais oubliés. Ce que la découverte débloque. La redécouverte de l'USS Hornet a été un tournant pour les historiens de la marine. Elle a ravivé une quête longtemps considérée comme impossible. La localisation des derniers lieux de repos d'autres navires légendaires perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. L'emplacement du Hornet a confirmé que la technologie des profondeurs marines pouvait maintenant atteindre et documenter les épaves à des profondeurs extrêmes avec une précision étonnante. Selon les chercheurs de la marine, cette seule découverte a ravivé l'intérêt pour la recherche de navires tels que l'USS Wasp, l'USS Lexington et les porte-avions japonais qui ont également disparu dans l'immensité du Pacifique. Chaque épave raconte un chapitre différent de la même histoire brutale, et chacune, comme le Hornet, représente les hommes qui ne sont jamais revenus. Pour la communauté scientifique, l'environnement entourant le Hornet est devenu un laboratoire vivant, un écosystème scellé et intact reposant à des milliers de pieds sous la surface. Les scientifiques qui étudient que la corrosion et la colonisation biologique considèrent maintenant le Hornet comme un point de référence clé pour comprendre comment les structures métalliques résistent sous une pression immense et une lumière minimale. La coque du navire, les moteurs et les avions éparpillés sont recouverts de couches minérales uniques qui révèlent comment le temps et la nature remodèlent les créations humaines lorsqu'elles sont laissées dans l'obscurité absolue. Selon les ingénieurs maritimes, ce que les chercheurs ont appris de ces conditions pourrait un jour influencer la façon dont nous concevons l'infrastructure des profondeurs marines, les câbles sous-marins et même les futurs observatoires océaniques. Mais au-delà de la technologie et des données, il y a autre chose. Le cœur émotionnel de la découverte. La mémoire. La redécouverte du Hornet a permis de clore le deuil des familles dont les proches ont servi à bord. Pour eux, c'était une tombe reconnue. Les monuments commémoratifs à travers les États-Unis ont résonné avec une nouvelle signification. Le musée du Hornet à Alhama, en Californie, abrité à bord de son successeur, l'USS Hornet CV-12, a signalé une augmentation du nombre de visiteurs souhaitant voir les expositions liées à son homonyme. La découverte a donné une adresse physique à une histoire qui n'avait existé que dans les archives et les souvenirs. Maintenant, quand les gens parlent du raid de Dittell ou des heures désespérées de la bataille des îles Santa Cruz, ils peuvent imaginer où tout cela a finalement pris fin. Cette découverte
a également remodelé le débat sur l'exploration des profondeurs marines elles-mêmes. Certains experts soutiennent que des sites comme le Hornet devraient rester inviolés en tant que tombes de guerre sacrées. D'autres croient que les documentés honorent les morts et préservent l'histoire avant que la corrosion et la décomposition biologique ne les fassent à jamais. Les deux points de vue partagent une conviction que ces lieux sont des témoignages figés de courage, de perte et de la force implacable de la mer. Alors, quels autres secrets se cachent sur le fond de l'océan? Et devrions-nous continuer à chercher ou laisser les profondeurs garder leur silence? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.